commencer à faire, donner des arguments pour montrer qu'il y a une vision du monde qui est portée par ce qu'on appelle le nouveau Front populaire aujourd'hui, et en particulier par les insoumis qui en sont les éléments les plus ardents, les plus disciplinés, les plus organisés, les plus combatifs. Et je crois qu'en disant ça, bien sûr, je me fais plaisir, je ne veux offenser personne qui n'est pas insoumis, mais on est quand même obligé de dire qu'on a trouvé une formule magique, c'est que la liberté absolue qui règne là-dedans déploie la capacité d'initiative et d'énergie de chacun d'entre nous. Ces problèmes sur la table, cette difficulté, il faut la regarder bien en face. J'aurais une chose à vous proposer en cours de route, à cette réunion-ci précisément. Mais d'abord, je veux venir à ce qu'il va falloir dénouer. Cette élection ne porte pas sur le fait de savoir si je serai à Matignon ou pas. Pour une raison très simple. La première, c'est que je ne demande rien, et la seconde, c'est que ce n'est pas moi qui décide, mais le président de la République. Donc tous les nigauds qui vous saoulent avec ça, depuis 15 jours, parlent pour ne rien dire. Parce qu'à la fin, c'est à M. Macron qu'il faut poser la question, pas à moi. Parce que ça ne dépend pas de moi. Et que si on me demande à moi ce que je préfère vous dire que ce n'est pas moi que je préfère. J'en connais d'autres qui sont efficaces, bien éduqués, bien capables et qui sont parfaitement capables d'occuper la fonction. Heureusement que nous ne dépendons pas d'une seule personne. Et c'est bien ce qui leur fait peur, c'est que nous avons construit une grande force. Eh ouais. Mesdames, Messieurs, j'ai écarté cette question parce qu'elle me permettait de l'écarter et de vous dire de quoi on devrait parler en ce moment. Pas des combines pourries que les uns ou les autres ont inventées. C'est pas ça le sujet. La question c'est, est-ce que la semaine prochaine, la semaine suivante, la guerre aura dégénéré en Ukraine au point que la France sera devenue co-belligérante? Car s'il y a la guerre, tout ce qu'on se raconte n'a plus aucun sens. La guerre est à nos portes, pas parce que les Russes vont nous envahir, mais parce que les Russes ont envahi l'Ukraine, que l'Ukraine se défend et qu'il y a évidemment là-dedans une escalade qui est normale, qui est le fait même de la guerre. Les guerres tranquilles, ça n'existe pas. Les guerres propres, ça n'existe pas. Les guerres sans escalade, ça n'existe pas, mesdames, messieurs. Et nous avons là-bas 19 réacteurs nucléaires. Et nous avons, nous les Français, la première ligne. Nous avons 2000 militaires qui sont engagés en Pologne, qui sont engagés en Lettonie, en Estonie, en Lituanie, en Roumanie. 2000. Cela signifie que si par un geste absurde, ici ou là une bombe venait à tomber au mauvais endroit, que se passe-t-il? Que faisons-nous? Vous le savez tous ce qu'on fait. Dans une guerre, quand on prend un coup, on riposte. Mais ça veut dire qu'à partir de là, nous deviendrons co-belligérants. J'adjure qu'on réfléchisse sérieusement à ces questions, qu'on ne les règle pas par des slogans de comptoir de bistrot, en disant « oui, nous allons envoyer du mandataire ». Non, nous n'enverrons pas de mandataire si c'est nous qui gouvernons. Et nous ferons tout pour avoir la paix là-bas. Tout. Avec sérieux. Avec des méthodes de travail. Parce que nous savons que la paix est possible, à condition de discuter. Si on ne discute pas et qu'on se bombarde, c'est clair, il n'y aura pas la paix. J'ai pris cet exemple, mais il va parler à beaucoup d'entre vous. Les réacteurs nucléaires qui sont là-bas sont sur des fleuves. Ces fleuves, ils vont tous à la mer. Laquelle? La mer Noire, c'est-à-dire à une branche de la mer Méditerranée. Nous sommes 500 millions à habiter autour de la mer Méditerranée. Nous sommes tous les mêmes qui tournons en rond depuis plusieurs millénaires. Et nous sommes tantôt de telle ou telle nationalité, clan, bande ou autre, mais c'est les mêmes qui tournent en rond. Ça signifie que 500 millions de personnes sont concernées par ce qui peut se passer dans un coin de l'Europe de l'Est. On est obligé de s'en mêler. De même, quand on parle de Gaza, bien sûr qu'on a bien fait, dès le début, de dire on va s'en tenir au droit international, parce que c'est une position de force que nous avions. Ah là, c'est cher, hein, c'est clair. Et moi, je sais très bien que ceux qui me reprochent je ne sais quel antisémitisme qui est absolument impossible avec un homme comme moi, après la vie que j'ai qui témoigne, je veux dire, si chacun d'entre nous a un sens dans sa vie, c'est ce qu'il a fait, c'est les actes qu'il a posés. J'ai déjà demandé 1000 fois, pourquoi voudriez-vous que je devienne antisémite à 70 ans avec la famille que j'ai? Pourquoi? En fait, ils s'en foutent. C'est seulement un moyen de dire, Mélenchon fait ça,
parce qu'ils voudraient avoir les voix des musulmans. Parce qu'eux pensent que tous les musulmans sont antisémites, ce qui prouve une fois de plus qu'ils ne connaissent rien à l'islam. C'est pas à moi de le dire, mais c'est la vérité. C'est une manière, sous prétexte de combattre un racisme, d'en légitimer un autre, qui se retourne en islamophobie. Et le mot islamophobe est particulièrement bien choisi. Parce que la phobie, c'est pas un raisonnement. C'est comme si vous avez peur des araignées. Vous avez peur des araignées, vous, monsieur? Merci. La peur des araignées. Et il y en a d'autres, ils ont peur d'autres choses, des souris, des je sais pas quoi, moi. Ça s'appelle une phobie. Alors, ça se soigne hein, très facilement. Après un petit traitement de rien du tout, de discussion, ça se soigne. Alors, mais c'est pas rationnel. Les gens qui ont peur des musulmans, vous leur dites, mais vous avez peur de quoi, au juste? Eh bien, ils savent pas, ils ont juste peur, que voulez-vous. La peur est toujours mauvaise conseillère, et elle est toujours fondée sur l'ignorance, et l'absurdité de l'ignorance. Renseignez-vous, prenez le temps de parler avec les gens, essayez de comprendre. Eh bien, pour Gaza, tant qu'il n'y a pas le cessez-le-feu, au début, le premier message que j'ai fait, j'étais dans le train entre Casablanca et Tanger. J'ai fait un message. Faites pas les malins, il n'y a que moi qui suis né là-bas. Et ouais, si vous voulez voir un maghrébin européen, vous en avez un devant vous. Eh, j'étais là-bas, ça se trouve que c'est comme ça. J'avais fait une belle conférence à Casablanca où j'ai été reçu magnifiquement. Et arrive cette histoire-là. Oh, je me prends la tête, je me dis, là. Et d'ailleurs, ça faisait 4 heures que ça avait eu lieu, le bombardement avait commencé. Donc j'écris dans mon document tout ce qu'il faut mettre, compassion pour les pauvres gens qui subissent tout ça, etc., etc. Et puis je mets cessez-le-feu. Alors on me dit, et puis je mets évidemment le droit international, ce qu'il faut quoi. On me dit cessez-le-feu, ça va pas, non? Pourquoi ça va pas? Monsieur Dupond-Moretti a dit, on n'a pas demandé le cessez-le-feu au Bataclan. Qu'est-ce que ça a à voir? Rien, on est d'accord? Pourquoi il dit ça? Vous avez tout compris. Pour faire un lien. Il n'y a pas de lien, monsieur. Nous parlons d'une politique coloniale à un endroit et on parle de terrorisme à un autre. Ils ne connaissent rien à l'islam. C'est pas à moi de le dire, mais c'est la vérité. C'est une manière, sous prétexte de combattre un racisme, d'en légitimer un autre, qui se retourne en islamophobie. Et le mot islamophobe est particulièrement bien choisi. Parce que la phobie, c'est pas un raisonnement. C'est comme si vous avez peur des araignées. Vous avez peur des araignées, vous, monsieur? Merci. La peur des araignées. Et il y en a d'autres, ils ont peur d'autres choses, des souris, des je sais pas quoi, moi. Ça s'appelle une phobie. Alors, ça se soigne hein, très facilement. Après un petit traitement de rien du tout, de discussion, ça se soigne. Alors, mais c'est pas rationnel. Les gens qui ont peur des musulmans, vous leur dites, mais vous avez peur de quoi, au juste? Eh bien, ils savent pas, ils ont juste peur, que voulez-vous. La peur est toujours mauvaise conseillère, et elle est toujours fondée sur l'ignorance, et l'absurdité de l'ignorance. Renseignez-vous, prenez le temps de parler avec les gens, essayez de comprendre. Eh bien, pour Gaza, tant qu'il n'y a pas le cessez-le-feu, au début, le premier message que j'ai fait, j'étais dans le train entre Casablanca et Tanger. J'ai fait un message. Faites pas les malins, il n'y a que moi qui suis né là-bas. Et ouais, si vous voulez voir un maghrébin européen, vous en avez un devant vous. Eh, j'étais là-bas, ça se trouve que c'est comme ça. J'avais fait une belle conférence à Casablanca où j'ai été reçu magnifiquement. Et arrive cette histoire-là. Oh, je me prends la tête, je me dis, là. Et d'ailleurs, ça faisait 4 heures que ça avait eu lieu, le bombardement avait commencé. Donc j'écris dans mon document tout ce qu'il faut mettre, compassion pour les pauvres gens qui subissent tout ça, etc., etc. Et puis je mets cessez-le-feu. Alors on me dit, et puis je mets évidemment le droit international, ce qu'il faut quoi. On me dit cessez-le-feu, ça va pas, non? Pourquoi ça va pas? Monsieur Dupond-Moretti a dit, on n'a pas demandé le cessez-le-feu au Bataclan. Qu'est-ce que ça a à voir? Rien, on est d'accord?
Pourquoi il dit ça? Vous avez tout compris. Pour faire un lien. Il n'y a pas de lien, monsieur. Nous parlons d'une politique coloniale à un endroit et on parle de terrorisme à un autre. On ne parle pas de la même chose. Pourquoi vous faites ce rapprochement? Bon, bref, vous avez tous eu plus cher à cause de ça. Bon. Mais au jour où on est aujourd'hui, après tous ces massacres, voilà que comme il n'y a pas de cessez-le-feu, la guerre se propage. Eh oui. Et les voici rendus à la frontière du Liban. Et nous, par la force des choses, on va dire quoi? La seule chose qui tienne, ça touche au Liban. Le Liban est un État souverain. Les Libanais font ce qu'ils veulent chez eux. Et ils ont droit à leur souveraineté. Bon, apparemment, le message a été envoyé par quelques-uns aussi, qui ont compris que ça commençait à aller trop loin, d'un pays à l'autre comme ça. Mais, je vais vous dire, là encore, les Français sont en première ligne. Pourquoi? Il y a 700 militaires français sous casque bleu au Liban. Alors, qu'est-ce qui se passe si on prend un mauvais coup? Je suis allé au Liban pour lui poser la question de savoir qu'est-ce qu'on fait. Pour pouvoir entendre et parler d'homme à homme avec le Français qui est responsable des 700 Français. Qu'est-ce qu'on a prévu? Et il me dit, on a prévu le repli. Bon. Où? Parce qu'il y a des endroits où c'est marqué personne ne tire dessus. Non, ça n'existe pas dans une guerre. Ça veut dire que ils peuvent prendre des coups. Je repose la question, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Là, il y a des décisions à prendre. Le président Chirac avait décidé que dorénavant, même sous casque bleu, on ne touche pas un Français. Et on est obligé de dire que c'est une idée raisonnable. Parce que si vous allez faire casque bleu pour vous faire tuer, eh bien alors vous allez avec votre matériel pour ne pas être tué. D'accord? Donc nous sommes en première ligne. S'il y a une intervention armée qui a lieu au Liban, les premiers qui sont là, c'est les Français. Ensuite, un autre endroit dont on parle jamais, de temps à autre vous en entendez parler. Ah, Taïwan, les Chinois, le poupou, c'est tout ça. Taïwan, quand vous allez voir sur les planisphères pour savoir où c'est. Comme les planisphères, vous savez, où les globes. Il y a le nord en haut, le sud en bas. Ça n'existe pas, ça. Hein, pour ceux qui ne le savent pas, c'est pas comme ça dans la nature, dans la vraie vérité. Hein. Il n'y a ni haut ni bas. Hein, ça dépend où on est. Pour regarder. Donc, là-bas, c'est Asie-Pacifique. La moitié de l'humanité est là. La moitié, mesdames, messieurs. 60% de la production de la richesse du monde. 90% de ce qui arrive de l'extérieur passe par là. Et la tension à la guerre monte. Et en avant, les bateaux, les sous-marins, les uns, les autres, les Américains qui créent une nouvelle alliance, les Chinois qui font ceci, les autres qui font cela. Ah oui, mais c'est loin ça, monsieur Mélenchon. Pas du tout, c'est très près. Nous sommes dans cette zone. La Polynésie, nous sommes dans cette zone. La Nouvelle-Calédonie, Kanaki, où nous souhaitons tous que cesse l'exploitation coloniale et les comportements néocolonialistes. Où nous voulons la paix et le respect. Et la libération des prisonniers qu'on a amenés ici, dans l'Hexagone, à 17 000 km de chez eux, pour faire de la détention préventive. Ce sont des personnes qui nous sont condamnées à rien, mais qu'on met en détention préventive, on peut le comprendre. Mais pourquoi à 17 km de chez eux? Et je ne veux pas faire dans le pathos, mais quand même, parmi ces prisonniers, il y a une maman. Et puis, c'est pas je ne sais quelle exaltée, c'est la directrice de cabinet du président du Congrès du territoire de la Calédonie, M. Rocco Mitan. Et cette femme est la maman de 4 enfants, dont un qui a 4 ans. Quel est le sens de cette cruauté qui consiste à priver cet enfant de la possibilité de voir sa mère? Pour l'empêcher de quoi? Pour l'empêcher de quoi? De rien, c'est pour faire peur, pour intimider et pour dire que les uns sont toujours sous la domination des autres. À cause de leur couleur de peau, à cause de leur tribu d'origine. La paix, j'ai dit, pour la Calédonie Kanaki. Et puis nous sommes là-bas, dans cette zone dont je viens de vous parler. Parce qu'il y a Mayotte, parce qu'il y a la Réunion, qui est le territoire d'outre-mer français le plus peuplé. Il y a presque 1 million de personnes là-bas. Donc nous sommes en première ligne. Où entendez-vous qu'on discute de ces questions? Car s'il y a la guerre, là-bas nous avons des navires de guerre, là-bas nous avons des troupes prépositionnées.
Là-bas, nous avons la défense de notre propre territoire maritime. Nous sommes le deuxième territoire du monde. Où et quand on parle de ça sérieusement? Vous rappelez-vous que pendant la campagne présidentielle, je faisais tout ce que je pouvais pour qu'on parle de l'eau et de la crise de l'eau. Oh, Mélenchon, l'eau. Les blagues. 2 mois après, on avait la pire sécheresse qu'on ait eue depuis un grand moment, plus de 500 communes en détresse hydrique. Qu'est-ce qu'ils avaient prévu? Rien. Comme d'habitude, rien. Parler interminablement de faux sujets pendant que les vrais sont là et que personne n'est appelé à y réfléchir ensemble. Car dans ce pays, c'est le peuple qui est souverain, c'est ça la démocratie. C'est à nous de décider ces choses-là. C'est pas une dizaine de gens dans un bureau de décider si oui ou non on fait la guerre. Je prends l'exemple de la guerre, mais vous avez vu le lien que je viens de faire immédiatement avec la question écologique. 40% du budget du programme du nouveau Front populaire passe dans les mesures écologiques. Il y a des mesures d'urgence à prendre. Je ne vais pas toutes les détailler, il fait trop chaud pour ça. Mais je ne reviens encore une fois que sur un sujet, l'eau encore une fois. Il faut que cesse l'appropriation privée par quelques personnes de l'eau pour faire des grandes bassines. Le cycle de l'eau est entièrement perverti. On a déjà essayé de faire des bassines pour irriguer, faire des réserves. On l'a fait en Espagne. Quel est le résultat? C'est pire qu'avant. Donc il faut arrêter. Tout de suite, il faut arrêter les grandes bassines. Deuxièmement, il faut arrêter tout de suite de pourrir l'eau. Vous êtes tous dans cette salle, tous autant que vous êtes, contaminés aux pesticides, au glyphosate. Tous, 97% de la population. 99% des cours d'eau le sont. Et quand les pesticides comme le glyphosate se décomposent, comme toute chose se finit par se décomposer, ils créent des polluants éternels. Et on les retrouve dans les habits, et on les retrouve dans les instruments de cuisine, etc., etc. On n'est plus en train de parler simplement de la beauté du monde, quoique ce sujet vaille la peine. On est en train de parler de la survie de l'espèce humaine. Et si vous observez, et si vous avez lu, et si vous savez, comme moi, que la fécondité des êtres humains est en baisse sur le vieux continent européen, il y a une raison à cela. Et cette raison, c'est ce que nous mangeons, c'est ce que nous absorbons. Aucun d'entre nous n'est coupable de cette situation. De ne pas pouvoir avoir d'enfants, par exemple. Personne n'est coupable d'être malade quand il a été rendu malade par les conditions dans lesquelles il vit. Et ce qui compte, c'est de savoir comment on peut faire pour arrêter ça. Voilà le sens profond de l'écologie politique. C'est de ça dont on parle. On n'est pas... j'ai entendu toutes sortes de blabla. L'écologie punitive, disent les gens. Ah non, qui c'est qui doit être puni? Personne, donc l'écologie, voilà. Des bêtises de cet ordre. Nous avons besoin de prendre des décisions sérieuses, profondes et radicales. On ne peut pas bricoler avec cette question. Je veux dire, il faut interdire les glyphosates. Et quand on l'interdit à nous et aux autres. C'est-à-dire qu'on leur dira, ah, vous faites ce que vous voulez chez vous, mais si vous mettez du glyphosate dans tout ce que vous nous envoyez, on ne le prend pas. Ça s'appelle du protectionnisme sanitaire. Ah ben oui, pareil. Pour l'idée de qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Bien sûr qu'on a besoin d'autres sources d'énergie. Je ne veux pas, j'ai dit je ne passe pas tout en rond. Mais je viens de vous pointer un sujet. Eh bien, je vous interroge. Qu'avez-vous entendu dire que la Macronie ait l'intention de faire? Ils ont été condamnés 3 fois pour inaction écologique. Et il revient la bouche en cœur pour vous dire nous avons beaucoup agi. Non, vous n'avez pas agi. Vous avez été condamnés. Ça veut dire que vous ne faites rien. Vous n'organisez rien. Vous ne prévoyez rien. Parce qu'ils s'en foutent, c'est pas leur problème. Leur problème, c'est qu'il faut que le capital tourne. Acheter tout, n'importe quoi, produit n'importe comment, dans n'importe quelle condition. Voilà ce qui compte pour eux. Et nous, pas. Ensuite, il y a la question de l'urgence sociale. Mais je vais vous dire une chose, ils ne sont pas trop risqués à nous chercher les coups dans la tête, c'est pour ça qu'ils ont inventé d'autres débats. Vous allez ruiner le pays. Pas de peau, il tombe sur un type qu'à mon âge. Alors moi, je suis là pour dire, ah tiens, vous ne vous renouvelez guère d'une élection à l'autre. Parce que depuis que je vois des élections, j'ai toujours entendu dire qu'augmenter le SMIC, c'était la ruine. Toujours changer de disque, trouver autre chose, une fois de temps à autre.
Et avant, vous essayiez de faire peur avec l'armée rouge qui allait envahir la France. Maintenant, vous faites peur avec la France insoumise et les islamo-gauchistes. Vous ne savez pas ce que ça veut dire, mais c'est pas grave, ça fait peur. Vous le pensez. C'est tout ce que vous avez à nous dire? C'est tout ce que vous avez à nous dire? Quoi? Vous allez nous expliquer comment on gère une économie? Qui ça? Vous? Vous allez nous expliquer ça? Vous qui avez fait 1000 milliards de dettes en 7 ans. Vous allez nous dire comment on doit gérer la boutique? Vous allez nous traiter comme ils l'ont fait tous dans leurs journaux, dans leurs émissions, dans leurs plateaux d'experts, de tous les noms. Et on voit même M. Apathy se plaindre. De quoi? Qu'un prix Nobel d'économie soutienne le programme du nouveau Front populaire. Alors là, ça leur bouche un coin. Le prix Nobel d'économie, c'est nous qui soutient. Et M. Apathy, qui est un des plus grands savants de la Terre sur à peu près tous les sujets, a déjà dit « Ah ah, elle soutient ce programme qu'elle trouve utile, etc. » Elle a dû lire entre les lignes. Mais quittez, bonhomme. C'est parce que c'est une femme que tu parles comme ça? Elle est juste prix Nobel d'économie. Toi, t'es rien. Tu fais des phrases. Là, tu es assis derrière pour parler pendant des heures. Tu bosses quand pour savoir ce que tu vas dire? Jamais, t'improvise. Voilà, mesdames, messieurs, le sabotage de la démocratie, c'est quand on ne traite d'aucune question sérieusement, quand on ne les met pas sur la table. Alors je vais vous dire, toutes les dépenses prévues par le programme du nouveau Front populaire sont financées par de nouvelles recettes. Les nouvelles recettes sont toutes prises dans l'accumulation que le capitalisme a réussi et qu'il continue de réussir. Car à ces gens-là, on a donné 223 milliards par an de dégrèvement d'impôts et d'aides de toutes sortes, soi-disant aux entreprises. Si on avait aidé les entreprises, si on leur avait donné tout cet argent pour qu'ils en fassent quelque chose, on devrait en retrouver la trace à l'autre bout. Je les mets ici, je les retrouve là. Non, je ne retrouve rien. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Allons. Eh bien, où c'est passé? Parce qu'on devrait le retrouver en investissement. L'entreprise qui aurait ramassé ses sous et qui serait là toute contente, dire ah, on va acheter des machines plus performantes, on va mieux payer les ouvriers, parce qu'il paraît, on a lu dans une étude sociologique, nous on n'y connaît rien, que quand on paye mieux les gens, ils sont plus heureux et ils travaillent mieux. Hein. Alors, non, mais il paraît que c'est la science qui dit ça. Hein. Eux, ils ne savent pas, mais bon, c'est des gens cultivés, ils sont capables de lire. Donc, ils apprennent que les autres êtres humains sont comme eux. C'est que comme ça va mieux pour eux, bah, ils ont plus de cœur à l'ouvrage. Ça a été prouvé. Eh bien, on devrait le retrouver en investissement. Rien. Rien. L'investissement baisse. Ils achètent moins qu'avant des machines et des moyens et ils payent les gens moins. Moins qu'avant. 5 points de moins qu'avant. Entre-temps, vous êtes fait manger le reste par l'inflation. Vous êtes fait faire les poches. De 10 points. Hein? Cruel, douloureux. Et vous entendez à la télé, on dit ça a progressé, ceci, ça. C'est pas vrai. Alors vous vous dites, bah, c'est peut-être de ma faute, j'ai mal géré mes affaires. Non, il vous bourre le crâne. Et vous savez plus à la fin. Qu'est-ce qui est vrai? Il a dit là, l'autre a dit ça, Mélenchon m'a dit ça. Vous savez plus, parce que vous n'êtes pas des économistes, moi non plus, je suis devenu à force. À force de devoir répondre à toutes ces bêtises, j'ai dû apprendre. Mais vous n'êtes pas obligé, d'ailleurs, personne ne vous le demande. Mais vous devez quand même réfléchir à l'idée que, moi je vous dis, ils leur ont donné 223 milliards par an. Par conséquent, si on en récupère un peu pour financer notre programme, on ne les aura pas dépouillés. Ça peut venir. Mais pas tout de suite. Non, mais parce que ces gens-là, souvent, ils parlent fort. Hein. Il n'y a plus de caméra, là, bon, c'est bon. Ils parlent fort, mais on sait quoi faire. Hein. L'Europe a dit que nous étions en déficit excessif. Alors, ils ont fait une liste de 7 pays. Alors, évidemment, tous les ratapoils sont venus me dire, alors, monsieur Mélenchon, vous allez désobéir? Genre, allez, comme ça, on va lui faire dire qu'il est contre l'Europe, et comme ça, on pourra dire que c'est un islamo-gauchiste, antisémite, etc. Là, on tirait le fil. Ils ne sont pas revenus. J'ai dit, ah non, non, ils ont tout à fait raison, le déficit est excessif. Nous allons le combler en augmentant les recettes. Disparition de tout le monde. Ils ont immédiatement compris qui c'est qui allait augmenter les recettes. Eh bien oui, c'est ce qui va se passer. Si nous gagnons, et pourquoi ne gagnerait-on pas? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. 16 millions de personnes n'y sont pas allées.
Si vous croyez ce qu'on vous raconte, alors vous avez perdu d'avance. Mais toute votre vie personnelle est une lutte. Vous avez toujours résisté à ce qu'on vous a dit. Toi, t'es pas bon. Toi, t'as pas fait ci. Toi, t'as pas fait là. Toi, et vous, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez repoussé le miroir. Non, ça va, c'est compris, fous-moi la paix. Je vais faire ma vie. Je vais faire ma famille. Je vais m'occuper de mes enfants. C'est dur, ouais, c'est dur. Quand est-ce que c'est simple? Ça n'a jamais été simple. Vous avez fait comme ça. Là, on va faire pareil. Si vous ne résistez pas, les autres ont gagné. Et regardez le mariole qui nous préside. Dimanche dernier, il a le portrait de ses peines. Qu'est-ce qui s'est passé? L'extrême droite a dévoré une partie de la droite et entraîne dans son sillage une partie de ce qu'ils appelaient le centre. Le centre, vous savez ce que c'est le centre? C'est ceux qui sont ni de gauche ni de gauche. Ils sont au centre. Tout le monde comprend ça, c'est simple. Et ça, on l'a dit depuis le début. Il faut que l'un ou l'autre des pôles attire. Et pour l'instant, c'est l'extrême droite qui est arrivée. De la faute à qui? La nôtre. La nôtre. Si on avait été ensemble aux élections européennes, on aurait créé une dynamique. C'est ce qu'a fait le RN. Et l'autre, il dissout juste derrière. Vous vous rendez compte? Le gars d'extrême droite, c'est jackpot, là. Le même soir, il fait 30% et en plus, on dissout. Il n'a rien à faire. Il prend le papier, il prend les gens, les candidats, toc, 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 n'importe qui d'ailleurs, et puis ça fait des candidats. Alors au milieu, il y a des racistes, des nazis, de tout ce qu'on veut. Hein. Personne ne leur demande rien. C'est à nous qu'on vient de dire. Il n'y a pas un antisémite là-bas. Et celui-ci, là, il est fiché S. Ouais. Mais c'est pas moi qui l'ai fiché S. Hein. C'est pas lui non plus qui a dit un matin, j'adhère à fiché S. J'en ai un qui a dit, celui-là, il est fiché S. Pourquoi? Ben parce qu'il est antifasciste. Mais des fichiers S, c'est pas une condamnation. Sinon, c'est trop facile. Moi aussi, je vais faire un fichier Z, 0. D'accord? 0, alors fichier Z, 0 ou N, nul. Je vais faire la vie. Ah ben, vous là, vous êtes fiché nul, vous ne pouvez pas être candidat. C'est trop facile de faire ça. C'est pas une condamnation d'être fiché S. Dans le fichier S, vous avez des vrais fous, des durs. Et puis, vous avez des écolos qui ont été protestés contre une méga bassine. Un jeune qui est antifasciste, mais encore heureux qu'il y a des jeunes antifascistes et qui n'ont pas peur d'aller prendre des gifles et des fois, il peut leur... Bon, ça va, on connaît l'histoire. Moi, j'espère qu'il va être élu. J'ai pas honte, hein. Si on vient me demander, je dirais oui, oui. On ne savait pas qu'il était fiché S parce que nous, on ne fait pas des entretiens de police quand on prend les gens pour aller... Bon. Mais en plus, fichier S, je vais vous dire, c'est où le fichier S? On pourra la regarder. On ne le sait pas. Hein? Il a bien fallu que quelqu'un aille le raconter. Sérieusement, il a bien fallu que quelqu'un le fasse. Quelqu'un qui a le fichier S dans son boulot, qui a dit, il a comparé la liste des candidats du nouveau Front populaire, surtout les insoumis, qui sont de loin les plus dangereux, et puis de l'autre, la liste des fichiers S. Donc il y a quelqu'un qui a trahi son métier, qui a fermé sa bouche. Il l'a trahi. On lui pose des questions, on demande qui a donné la liste des fichiers S à l'extrême droite, qui a donné ces fichiers? On veut le savoir. On ne pose pas la question, personne. Personne. Comme le reste. Donc, je vous ai parlé il y a un instant, et je vous en ai assez dit. Mais voilà, ce que je veux qu'on entende bien, pour qu'on le dise aux autres. Lundi prochain, si tu as voté Nouveau Front Populaire, et qu'ils ont gagné, mardi, si tu as 62 ans, tu peux commencer à remplir ton dossier de retraite parce que tu pars à la retraite. Mercredi, si tu es payé au SMIC, tu peux aller voir le patron et lui dire le SMIC a augmenté de 15%. Alors, peut-être qu'il y a des petits patrons qui vont venir nous voir et qui vont dire « Oh, vous allez où comme ça ?» Attendez, on a organisé les choses. Arrêtez de croire tout ce qu'on vous raconte. Parce que quand on augmente le SMIC, les gens, c'est 15% de plus, bah, ils les dépensent. Ils les dépensent à quoi? Bah, à vous. Donc le carnet de commandes va se remplir. Hein, on n'a pas besoin d'être prix Nobel d'économie pour comprendre ça. Si vous avez plus de sous, vous en dépensez, vous n'achetez pas d'actions, vous n'achetez pas de lingots d'or, vous ne prenez pas de risques à la bourse comme vous êtes. Bon, ben voilà, c'est ça qu'on va leur dire.
vos affaires vont s'arranger. Mais si elles ne s'arrangeaient pas, ouais, on fera face ensemble, ne vous inquiétez pas. On ne laissera pas tout partir à l'eau. Et d'ailleurs, mesdames, messieurs, ça ne part jamais à l'eau. Parce qu'en 1968, on leur a fait tellement peur qu'en une nuit, ils ont lâché 35% d'augmentation du SMIC. D'accord? De quoi ils avaient peur? Pas des chars de l'armée rouge, hein. Ils avaient peur des gens qui étaient dans des usines en grève, il y en avait 10 millions. Il fallait bien les calmer. Voilà. Si vous vous en mêlez, ça crée une ambiance de travail. Si vous vous en mêlez pas, ben, ils font ce qu'ils veulent. Et puis, les Espagnols ont augmenté le SMIC, les 2 dernières années, de 30%. Et ils ont créé 840 000 emplois. C'est pas tout. Ils ont aussi donné des papiers à des sans-papiers, 640 000. Et avez-vous entendu dire que l'Espagne soit tombée à genoux sous le poids de cette générosité, comme disent les possédants? C'est le contraire. Tout va mieux. Ça fonctionne, ça tourne. Ah, il y a des problèmes, mais où il n'y a pas de problème? Montrez-nous vite un pays où il n'y a pas de problème qu'on fasse comme lui. Ça n'existe pas. Chaque société a ses problèmes et les solutions. Mais vous avez des solutions de 2 ordres. Chacun pour soi, RN. Chacun pour soi, et surtout ceux qui sont bien blancs et de la bonne religion. Mais oui, c'est du chacun pour soi. Si vous commencez à détester Madame Bidule, Monsieur Machin, c'est donc que vous les écartez. Vous ne faites plus la société, vous défaites la société. C'est ça le choix fondamental dans lequel on est. C'est maintenant le moment de terminer sur ce qui se passera lundi et mardi. Est-ce mardi, est-ce mercredi? J'exagère un peu parce qu'il faut que l'autre dans son palais, il nomme. Bon, les gens s'occupent de ça. Ça nous laissera le temps de faire la liste des courses. Non, mais au moins on n'a pas arrêté, quoi. On a besoin au moins de 24 heures pour faire la liste des courses. Et on va commencer par ci, par ça, par ça, par ça, par ça, par ça, par ça. Voilà. Organiser les choses, planifier. Mais il y aura également le blocage des prix. Ce qu'il faut, c'est que vous ayez immédiatement la respiration. Arrêtez d'être pris à la gorge, et notamment avec toutes les augmentations qui ont frappé les produits de première nécessité. Le gaz, l'électricité, l'essence, etc. Voilà pourquoi immédiatement nous mettons ça en place. Je ne vais pas faire la politique fiction maintenant sur ce qui est en train de se tramer, tout ça. Ça n'a pas d'intérêt, c'est fait uniquement pour faire entrer dans le crâne l'idée qu'on a perdue d'avance. Mais je veux vous parler de, après vous avoir dit les 3 points essentiels, il faut d'abord garantir la paix. Ensuite, il faut organiser l'harmonie de la vie des êtres humains avec la nature, l'écosystème, l'environnement dans lequel ils vivent, et sans lesquels il n'y a pas de vie humaine possible. Différer ces décisions est absurde et criminel. Et puis enfin, pour que la société puisse fonctionner, il faut que les gens puissent vivre dignement de leurs efforts, de leur travail. Ce sont des choses simples, et aucun d'entre nous n'a l'intention de dire à ses gosses qu'ils doivent rêver d'être milliardaires, car être milliardaire est immoral, car c'est toujours de la peine des autres dont est fait la fortune du milliardaire. Mais de vivre dignement, voilà. Mais puisque je suis ici, et que je sais que vous êtes attentifs à comment je m'y prends pour construire des idées, les amener, les faire entrer dans le débat public, et après, si le roulement à billes est au point, ça roule tout seul. Ça passe d'une bouche à l'autre, d'une tête à l'autre, etc. Regardez la retraite à 60 ans. Tout le monde dit ça. L'harmonie des êtres humains entre eux et avec la nature, c'est une formule pour tout le monde. Et il y en a plein comme ça. L'eau, l'espace, la mer. Je réfléchissais, à force d'aller d'un endroit à l'autre et de dire, nous, on a fait un choix stratégique. De qui voulons-nous être le mouvement politique? Qui on veut représenter? Parce qu'il faut choisir ça. Vous pouvez dire, on veut représenter tout le monde. Bien sûr qu'à la fin, on finit par représenter tout le monde. Encore heureux que chacun ne pense pas qu'en fonction de sa situation sociale. Mais quand même, on pense en fonction de sa situation sociale. C'est pas pareil de penser le futur au SMIC ou de le penser à 3 ou 4 fois ou 5 fois le SMIC. J'enfonce une porte ouverte en vous disant ça. Vous le savez aussi bien que moi. Mais nous avons pris une décision. Nous voulons représenter les milieux populaires. Les milieux populaires, ça s'appelle le peuple.
ce n'est pas seulement les ouvriers, les employés, parce que dans les ouvriers, il y a beaucoup de différences entre un ouvrier ubérisé et un ouvrier qui produit des Airbus, des avions. La paye, c'est pas la même, les conditions de travail non plus. Et de même pour les employés. Le peuple, c'est tous les gens qui sont là, ceux qui travaillent, ceux qui sont au chômage, ceux qui sont à la retraite, ceux qui sont en formation, mais qui tous ont en commun l'obligation pour produire et reproduire leur existence matérielle d'accéder au réseau du collectif. C'est-à-dire qu'à tous, il leur faut de l'eau pour boire. À tous, il leur faut de l'électricité pour être éclairés. À tous, il leur faut des routes pour aller d'un endroit à l'autre. À tous, il leur faut des moyens de transport en commun. À tous, il leur faut un système de soins. À tous, il leur faut une école publique qui fonctionne. Nous sommes tous le peuple par cette dépendance à ces réseaux collectifs. Et ils sont sociaux. Quand le réseau est public, ce n'est pas pareil que quand il est privé. Parce qu'au réseau public, normalement, tout le monde peut accéder. Vous n'êtes pas des clients, vous êtes des usagers. C'est pas pareil. Le service public vous appartient, pas le service privé. Et vous savez, il y en a parmi vous, je sais, qui voyagent ou qui connaissent ou qui parlent. Faites-vous raconter la santé dans les pays où il n'y a pas de sécurité sociale et où l'hôpital est privé. Quand vous arrivez, si vous avez une maladie, on ne sait pas toujours de quoi on est malade, ni combien de temps ça va prendre. Alors vous arrivez, on vous accueille, clouc, un coup dans la machine là, un autre coup dans celle-là, on vous examine, bref, on vous soigne, on va vous soigner. Envoyez la monnaie. J'ai des copains et copines en Amérique latine qui, au bout de 15 jours, dans un hôpital privé, ont dû vendre l'appartement dans lequel ils vivent pour pouvoir continuer à payer. Qui est-ce qui a le courage de dire à son vieux-père, ou à sa mère, ou à sa sœur, écoute, on n'a pas l'argent, on ne veut pas vendre l'appartement, donc tu meurs. Personne ne fait ça. D'accord? Vous êtes pris là. Donc nous sommes bien tous dépendants pour produire et reproduire notre existence matérielle de ça. Mais ça ne suffit pas. Je vais dans un quartier, dans l'autre, ici, il n'y a rien, ça tombe bien. Il va falloir que vous souciez un peu au municipal de savoir si vous vous faites respecter ou pas. Je vous dis ça comme ça en passant, je vous aide ça en cadeau. Mais je vous regarde, je me regarde moi, et je me dis, au fond, j'en ai marre qu'on appelle ça la diversité. J'en ai marre. Pourquoi la diversité? Diversité de quoi? Je vais reproduire moi-même avec mon discours. On le dit par confort, hein, mais on a tous compris ce que ça veut dire. J'en ai marre. Parce qu'en réalité, un nouveau peuple a surgi sur le territoire de ce pays. Mais pas seulement du fait de l'immigration, qui est un fait majeur et bénéfique, car ça n'a fait que profiter à la France. Les anciens, vos pères, vos mères, ont bâti l'essentiel de ce pays. Et même ça, je le laisse de côté. En 1958, une femme ne pouvait pas avoir un compte en banque sans l'autorisation de son mari. Une femme ne pouvait pas travailler sans l'autorisation de son époux. C'est fini, ça. En 1958, l'essentiel de la population française vivait à la campagne. Aujourd'hui, l'écrasante majorité de la population vit en ville, et quand elle vit à la campagne, elle n'est pas agriculteur. Ce sont des gens qui ont choisi, parce que c'était là, que c'était le moins cher pour acheter, d'avoir la petite maison, etc., etc. Je prends ces deux exemples avant de venir à celui de la question de l'immigration, que je veux regarder dans sa signification humaine, avant de faire des collections de chiffres et de comparaisons